Je vous propose que l'on passe maintenant notre webinaire suivant. C'est comment définir et préserver le domaine public et plus particulièrement le domaine public naturel. Et c'est Samba Ndongo du Sénégal, qui est vice-président de la Fédération des géomètres francophones, qui va nous le présenter. Samba, oui, je te vois. Oui, bonjour, merci beaucoup Jean-François. Au moment où je prends la parole, je crois que au début, en tout cas, de cette rencontre, nous étions à plus de 178 participants déjà, ce qui est une excellente chose et qui augure de la réussite de ce congrès de nos amis français. Bien que ça se déroule dans des conditions extrêmement difficiles, je pense qu'il faut vivre avec cette pandémie, avec ce virus, et essayer d'autres solutions que de respecter seulement la distanciation à 4000 km. Alors, nous allons, comme l'a dit Jean-François en introduction, nous allons vous entretenir du domaine public, voir comment le préserver, comment le définir et le préserver. La notion de domanialité publique englobe des biens de nature très, très différente. Ces biens sont d'origine naturelle ou artificielle et ont comme élément commun l'usage public et l'intérêt général, avec pour vocation leur protection et leur conservation. Pour se conformer aux commodités de notre plateforme d'échange par rapport à l'étendue du sujet, mon intervention se limitera évidemment au domaine public naturel tel que légiféré au Sénégal. La loi 76-66 du 2 juillet 1966, portant code du domaine de l'État, indique les caractères du domaine public et énumère ses principales dépendances. Nous pouvons dire d'emblée que la principale source de constitution du domaine public naturel est le classement, c'est-à-dire l'acte par lequel l'autorité publique déclare qu'un bien constitue une dépendance du domaine public et lui donne une destination particulière. Le classement dans le domaine public naturel résulte donc d'une reconnaissance d'un état de fait existant, d'où son caractère déclaratif. Selon l'article 5 du Code du domaine de l'État, le domaine public naturel comprend, entre autres, les eaux intérieures, les rivages de la mer qui sont couverts ou découverts, ainsi qu'une zone de 100 mètres de large à partir de la limite des plus hautes marées. Deuxièmement, on peut aussi parler des cours d'eau navigables ou flottables dans les limites des plus hautes eaux, avant débordement, évidemment, et une bande de 25 mètres au-delà de ces limites. Troisièmement, les cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites des plus hautes eaux, avant débordement, et une bande de 10 mètres au-delà de ces limites. Parmi ces éléments du domaine public naturel également, on peut citer les lacs, les étangs, les mares permanentes, et cela aussi dans les limites des plus hautes eaux avant débordement, et sur une bande de 25 mètres au-delà de ces limites, sur chaque rive et bord des îles. Cinquièmement, nous pouvons citer aussi les eaux de surface, les nappes aquifères souterraines, sans distinction de provenance, de nature et de profondeur. Sixième aspect aussi, la mer territoriale et le plateau continental. En dernier ressort, nous pouvons parler aussi du sous-sol et de l'espace aérien. Alors, la conservation et la protection du domaine public naturel, ainsi décrit, nécessite des actions soutenues, multiformes et inclusives, assorties d'une réglementation rigoureuse pour préserver ce patrimoine riche de milliers d'hectares d'air marine, de 700 km de façade maritime au Sénégal,
et de milliers de kilomètres de fleuves et autres cours d'eau. Les diverses menaces qui pèsent sur ce patrimoine seront passées en revue, ainsi que les conséquences sur sa conservation. Nous parlerons également des mesures prises et les initiatives engagées pour la protection de ce domaine, qui feront l'objet d'une analyse pour aboutir enfin à des recommandations exigées, exploitables pour les administrations, pour les acteurs et les défenseurs de ce patrimoine. Voilà en gros l'économie de mon intervention sur le domaine public maritime que nous allons aborder. Au premier plan, nous allons parler du principe même du domaine public naturel. Au Sénégal, le domaine public naturel est dans son principe inaliénable, imprescriptible, ouvert à l'usage de tous et pour la défense de tous. Néanmoins, ce principe est assorti des restrictions, car il peut faire l'objet, par exemple, de délivrance d'autorisation d'occuper, non susceptible d'hypothèque, consentie pour des constructions légères et démontables. Il peut faire également l'objet de concessions ou d'autorisations d'exploitation, de contrats administratifs qui délèguent la gestion d'un service public à une entité publique ou privée, moyennant ou non la perception de redevances pour une durée déterminée ou non, à l'initiative et sous le contrôle de l'État. Deuxièmement, nous allons aborder les menaces qui pèsent sur le domaine public naturel au Sénégal. Les restrictions que nous avons énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas bien maîtrisées ou suivies et respectées, elles constitueraient la première menace sur le domaine public naturel. Par exemple, la domanialité publique peut se perdre à travers le déclassement. En effet, celui-ci annule de plein droit les titres d'occupation ou concessions déjà accordés. C'est ainsi que le déclassement peut entraîner de fait une diminution de l'espace du domaine public et en constituer la seconde menace corrélative aux abus. Plusieurs autres menaces pèsent sur le domaine public naturel du fait des effets de la nature elle-même ou du fait de l'homme ou du fait combiné de l'homme et de la nature. On peut citer entre autres le réchauffement climatique, tout le monde sait, ayant pour conséquence la montée des eaux et l'érosion côtière qui reste un phénomène dangereux constaté sur le littoral, notamment à Saint-Louis au nord, à Rufisque à l'ouest et à Hambourg au centre. Disons que ce phénomène d'érosion n'est pas seulement propre au littoral, car il faut souligner avec force son existence dans l'hinterland du pays où il frappe de plein fouet les localités longeant la rive gauche du fleuve Sénégal, de Bakel à Saint-Louis, sont des villes à l'est du pays et au nord. C'est ainsi que des maisons entières ont disparu au quartier dit Soubalo de Matam, de même que le premier lotissement de Saldé au nord-est du Sénégal. Paradoxalement, pendant que la rive gauche se rétrécit du côté du Sénégal, celle à droite, c'est-à-dire du côté de la Mauritanie, s'élargit en engrangeant davantage de terres cultivables. En outre, dans les berges du Sine, c'est au centre du Sénégal, la même situation est vécue notamment à pratique avec des titres fonciers qui se retrouvent engloutis dans les eaux du fleuve. L'absence d'ouvrages de protection bien conçus et bien exécutés peut également constituer une autre menace. Le cas de Saint-Louis est particulièrement significatif, l'ancienne capitale coloniale, faisant face aux graves menaces qui pesaient sur l'existence de la langue de Barbarie, c'est cette bande de terre qui est coincée entre la mer et le fleuve Sénégal. Les autorités de la République avaient décidé à la va-vite d'ouvrir en 2003 une brèche sur une largeur de 4 mètres au départ pour jeter le trop-plein du fleuve vers la mer.
défaut d'études techniques suffisantes, la conséquence a été vraiment fâcheuse. Car conçu pour une largeur de 4 mètres, vous devinez bien, cette brèche a fini de dépasser les 5 km avec un bilan macabre et la disparition de plusieurs villages. La sécheresse qui a desséché certains cours d'eau, notamment la vallée du Ferlo, ce sont ces vallées qui quittent le fleuve Sénégal pour s'enfoncer en terre pleine. Les tentatives avaient été faites pour revitaliser les vallées fossiles par le gouvernement durant les années 90. Malheureusement, celles-ci se sont heurtées aux protestations des autorités mauritaniennes, dont le pays a en commun avec le Sénégal, le Mali et la Guinée, la gestion du fleuve Sénégal. Une autre menace, c'est la forte concentration démographique et économique sur le littoral qui se traduit par une explosion de l'immobilier avec pour conséquence l'extraction du sable marin, les constructions sur les plages, les occupations anarchiques des côtes, etc. Une autre menace, c'est la pollution marine et côtière qui est liée aux activités industrielles et domestiques. On peut citer le cas de la baie d'Anne dans la capitale sénégalaise au sud. Jadis, cette baie qui était un joyau touristique avec ses petits bateaux de plaisance, aujourd'hui elle présente un visage hideux au plan de l'hygiène, des graves atteintes à l'environnement et à la santé des populations qui sont victimes de maladies récurrentes et dangereuses. Autre menace, nous pouvons citer la salinisation des terres. Celle-ci atteint des proportions inquiétantes dans le delta du Sénégal. Dans l'estuaire également du Sine et du Sine Saloum et le bassin de la Casamance avec des pertes importantes de superficie cultivable. Nous pouvons également citer comme menace la dégradation de l'écosystème avec la disparition de plusieurs hectares de mangroves, des abris et refuges d'une grande biodiversité animale par des coupes de bois ou sous l'effet du climat. Tout cela constitue des menaces multiples et multiformes qui interpellent gouvernements et élus territoriaux, les professionnels du foncier que nous sommes, de la pêche et du tourisme, les acteurs et défenseurs de l'environnement, mais aussi les populations des zones concernées. Elles appellent à des actions bien réfléchies pour préserver, restaurer et conserver de manière durable le domaine public naturel. Alors, nous allons aborder maintenant la réglementation relative au domaine public naturel. Dans sa quête permanente pour l'amélioration du cadre juridique sénégalais, l'Assemblée nationale a voté plusieurs lois, notamment celle sur le littoral, la loi sur les aires marines protégées, ainsi que le code de l'eau, le code de l'assainissement, le code de l'environnement, le nouveau code de l'urbanisme. C'est-à-dire tout un arsenal de textes est venu s'ajouter pour compléter le code du domaine de l'État. En ce qui concerne la gestion de l'espace le long de nos côtes, l'État a mis en place une structure dénommée Société d'aménagement de la Petite Côte, SAPCO, dont le domaine d'activité est étendu à tous les sites touristiques du pays. Vous voyez maintenant les recommandations. Au Sénégal, l'initiative du législateur fait rarement défaut. C'est surtout l'application des textes qui révèlent des manquements graves qui ont fini de gangréner tout le tissu social jusqu'au plus haut niveau de l'État et de la société. C'est ainsi qu'on voit le long du littoral de la capitale sénégalaise, ce littoral qui est pris littéralement d'assaut par non pas les simples gens, mais par des personnalités qu'on ne peut soupçonner ni d'illettrisme, ni d'analphabétisme ou d'ignorance des textes,
qui régissent notre commun global de vie commune. Sous le prétexte d'investir dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, de plus en plus d'étrangers, en violation des règles de gestion du domaine public naturel, tel que nous l'avons vu plus haut, érigent des bâtisses qui n'ont rien à voir avec le titre précaire et démontable sur les plages qu'ils ont fini de privatiser. Et mieux, comme si cela ne suffisait pas, des promoteurs vont jusqu'à grignoter dans la mer pour y construire leur restaurant. Bien sûr, avec la complicité de l'administration au plus haut niveau. C'est ainsi que nous avons connu des agressions massives du littoral durant la première décade des années 2000, qui sont venues accélérer à une vitesse vertigineuse les occupations déjà entamées sous le régime précédent. S'il ne s'agissait que d'ignorance des textes par les auteurs de telles forfaitures, on aurait recommandé d'entreprendre des opérations de délimitation et de balisage du domaine public pour une meilleure maîtrise des données relatives à sa gestion, avec comme accompagnement des campagnes d'information, de sensibilisation des populations, de formation des élus territoriaux dans le rôle pour préserver le bien commun qui est le domaine public naturel. Aujourd'hui, la plus haute autorité de la République, qui, me semble-t-il, mesure la gravité de l'existant, est décidée à y mettre un terme. Voilà pourquoi le détachement de la gendarmerie nationale auprès du ministre en charge de l'urbanisme fait le tour de l'actualité grâce à ses actions vigoureuses sur le terrain pour dissuader les délinquants en matière de spéculation foncière. Nous avons noté récemment leurs agressions contre l'assiette du volcan en sommeil des Mamelles, socle du phare du même nom. Dans cette perspective, les acteurs territoriaux, les organismes de base, la société civile, les élus territoriaux devraient appuyer, devraient appuyer cette démarche du chef de l'État et des organismes étatiques engagés dans cette bataille pour la préservation de nos sites du domaine public naturel. Aussi, le géomètre expert, en tant que conseiller privilégié en matière foncière et intervenant en amont et en aval sur toute opération d'aménagement foncier, peut jouer le rôle d'alerte à toute menace sur le domaine public naturel en s'impliquant dans le travail de sensibilisation aux côtés des acteurs et des administrations. Alors, en conclusion, je dirais simplement que le domaine public naturel, en tant que bien appartenant à toute la communauté, dans son principe inaliénable et imprescriptible, ouvert à l'usage de tous et pour la défense de tous, doit requérir des actions vigoureuses pour faire barrage à des acteurs qui ne sont mus que par leurs intérêts égoïstes d'accaparement à des fins privées. Aucune justification ne doit le permettre en dehors de la préservation de l'écosystème, de nos besoins environnementaux, écologiques et sociaux. Je vous remercie, chers amis, de votre aimable attention. Merci Samba pour cette présentation très intéressante. Et c'est sûr que à l'heure du développement durable et de la protection de l'environnement absolument nécessaire, il est important que l'État puisse jouer son rôle en préservant le domaine public naturel. Et c'est un sujet que l'on retrouve dans de nombreux pays. Et tu as souligné également l'importance de l'intervention du géomètre expert dans cette identification et ces conseils pour le préserver. Et je t'en remercie.